Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des affaires judiciaires les plus célèbres et les plus mystérieuses de l'histoire. L'une des plus terribles peut-être également par la sauvagerie des meurtres commis. Pour ce faire, nous allons d'abord planter le décor et nous plonger dans une atmosphère plus que sombre et morbide. Nous allons nous promener dans les bas-fonds de Londres lors du XIXe siècle, dans les quartiers les plus interlopes, les plus sombres, les plus glauques. Ces quartiers de Spitalfields, Whitechapel, sont une cour des miracles où, à chaque coin de rue, l'on peut découvrir l'un des personnages de Dickens ou de Jack London. Des prostituées édentées et faméliques, monnayant leur corps pour une paillasse ou dormir pour la nuit. Des clochards étendus dans la rue, imbibés d'alcool, que doivent enjamber les voleurs et assassins de la pire espèce. Des enfants orphelins, livrés à eux-mêmes. Des ouvriers au chômage, noctambules, hagards, oubliés du miracle de la révolution industrielle et qui viennent noyer leur misère dans quelques bouges sordides. C'est dans ce Londres que va se dérouler notre histoire. Dans ce Londres que l'on peut tenter d'imaginer en lisant l'ouvrage de Kellogg Cheney, s'intitulant simplement « Les bas-fonds de Londres ». Cette histoire pourrait donc heurter la sensibilité des enfants de moins de 12 ans. Avant de commencer ma narration, j'invite donc les parents à ranger leurs enfants en bas âge dans la chambre la plus proche. Nous sommes donc le 31 août 1888, dans l'horrible quartier de Whitechapel. Il est 3 heures du matin. George Cross, portefaix de son état, se dirige vers le marché de Spitalfields, où il gagne durement sa vie en coltinant des caisses, des cajots ou des carcasses de boucherie. Soudain, de loin, il remarque un corps étendu sur le trottoir. Au départ, il n'y prend pas garde. Dans le quartier, nombreux sont les gens qui dorment dans la rue, à même le pavé. Mais, en s'approchant, il aperçoit une femme, le corps d'une femme étendue dans une mare de sang. Son propre sang. Prévenu par George Cross, la police arrive peu après. La police, elle a l'habitude de ramasser des cadavres dans le quartier. Le chirurgien de la police, qu'on n'appelle pas encore médecin légiste, est insensible, rodé. Il en a vu de toutes les couleurs, mais des choses comme cela, jamais. Cette pauvre femme a la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Les carotides ont été sectionnées, mais ce n'est pas tout. Elle a été éventrée et ses viscères traînent sur le trottoir. Son appareil génital a été lardé de coups de couteau. On identifie le cadavre. Il s'agit de Mary Ann Nichols, une prostituée de 42 ans, alias Polly pour les intimes. Des intimes ? Justement, elle en a beaucoup. Des hommes. Beaucoup d'hommes. Différents chaque soir. Différents, mais pareils. Tous crasseux, exhalant des effluves d'alcool, le visage creusé par une vie de labeur ou d'absence de labeur, la lie de la société. Il faut dire que Polly ne peut guère se payer le luxe de choisir sa clientèle. Elle faisait beaucoup plus vieille que son âge, elle devait avoir ses raisons. Il lui manquait 5 dents, sentait encore l'alcool au dire des policiers et était d'une saleté repoussante. On imagine le type de client qui pouvait être intéressé par une telle prostituée, ou plutôt, on ne se l'imagine guère. Polly est une accidentée de la vie, mariée, 5 enfants. Elle avait tout perdu à cause de son penchant pour les alcools forts. Cette nuit du 30 août, elle cherchait encore un client pour pouvoir payer les 4 pence du prix d'un lit dans le sordide asile de Froll Street. Ce client, elle le trouvera, mais ce sera le dernier de sa sombre carrière. Rien d'autre ne se passe durant plus d'une semaine. Puis, le 8 septembre, au 29 Humbury Street, on découvre un nouveau cadavre de femme dans une cour d'immeuble qui tient plus du cloaque que d'une cour haussmannienne du 16e arrondissement. Le lieu du meurtre est à 2 pas de l'endroit où l'on avait retrouvé le corps de Polly. Cette fois-ci, il s'agit de Madame Annie Chapman, dite Annie la Brune. L'état du cadavre va encore jeter l'effroi parmi les policiers
qui n'en reviennent pas d'un tel déchaînement de haine. Elle aussi est égorgée, mais à tel point que la tête est presque détachée du tronc. Elle est éventrée, et son appareil génital a été détaché du reste de son corps. Son utérus et sa vessie ont disparu, emportés par l'assassin. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à comprendre que les similitudes entre les deux crimes ne sont pas dues au hasard, d'autant que les coïncidences entre les deux filles sont également frappantes. Annie Labrune aussi vend son corps pour une bouchée de pain. C'est un rebut de l'humanité. Elle aussi fut mariée, elle aussi buvait et souffrait d'une tuberculose avancée. Devant les corrélations entre les deux crimes, entre les deux femmes, la presse s'empare de l'affaire et la livre aux lecteurs britanniques friands de détails sordides. La police enquête. Devant la précision des coups de couteau, on pense qu'un médecin pourrait être le coupable. Scotland Yard envoie ses meilleurs limiers sur place, mais ils font chou blanc. Pas même le début d'une piste à se mettre sous la dent. Mais voici que le 12 septembre, une agence de presse reçoit une lettre écrite à l'encre rouge. L'auteur précise avec une incroyable sérénité qu'il aurait préféré l'écrire avec le sang de sa dernière victime qu'il avait pris soin de récolter. Mais celui-ci ayant coagulé, il n'avait pu aller au bout de sa sinistre idée. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la revendication des deux crimes perpétrés dont nous avons parlé. Voici ce qu'il déclare en s'adressant au chef de la police, Charles Warrens. Je cite. « Cher patron, je n'arrête pas d'entendre dire que la police m'a arrêté, mais elle ne le fera pas de sitôt. Ah, ça me fait bien rire qu'ils aient l'air si malins et qu'ils racontent qu'ils sont sur ma piste. Je suis contre les putains et je n'arrêterai de les découdre que quand je serai bouclé. Superbe mon dernier boulot. Je n'ai pas laissé à la dame le temps de crier. Comment peuvent-ils me capturer maintenant? J'aime mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes joyeux petits divertissements. Le prochain boulot que je ferai, je couperai les oreilles de la dame et je les enverrai à la police, rien que pour la rigolade. » Fin de citation. De nombreux psys pourraient s'amuser à nous décortiquer cette lettre. Ce n'est pas le sujet du jour. Ah oui, j'allais oublier. La lettre est signée Jack l'Éventreur. L'assassin est tellement sûr de lui qu'ultime pied de nez à la police, il n'a même pas pris le soin d'utiliser des lettres découpées dans des journaux, écrivant avec sa propre écriture. Le 29 septembre, nouvelle lettre, nouvelle bravade. Jack l'Éventreur indique à la police qu'il officiera le 1er et le 2 octobre au Minory à minuit. Cependant, Jack travaillera, pour reprendre le verbe utilisé par le meurtrier en série, un peu plus tôt qu'il ne l'avait annoncé, puisque le 29, il tuera à nouveau. Cela se passe dans la cour du club éducatif des travailleurs étrangers, vers 1h du matin. Il s'agit encore d'une prostituée suédoise, Elisabeth Strid, 45 ans. Mais cette fois-ci, Jack a juste eu le temps de l'égorger et de lui couper la carotide. Il dut être dérangé pendant sa sinistre besogne. Qu'à cela ne tienne, il se met en quête d'une autre victime. Il croise sur son chemin une autre prostituée, Kate Eddowes, 43 ans. Elle a passé une partie de la nuit au commissariat et, pas de chance pour elle, l'officier de police de garde ce soir-là décide de la libérer en plein milieu de la nuit. Une libération qui lui sera fatale. Il l'égorge, l'éventre, et lui enlève un rein. Jack enverra la moitié de ce rein par la poste au président du comité de vigilance avec le mot suivant. « Cher monsieur Lusk, je vous envoie le rein que j'ai prélevé sur une femme et que j'ai conservé pour vous. L'autre morceau, je l'ai mangé. C'était très bon. Je peux vous envoyer le couteau qu'il a détaché si vous vous attendez un peu. Attrapez-moi si vous pouvez, monsieur Lusk. » Lettre qui se passe de commentaires. Puis, plus rien, durant tout le mois d'octobre. Mais, dans la nuit du 8 au 9 novembre, Jack frappe à nouveau. Il s'agit d'une jeune prostituée de 25 ans, Mary Jane Kelly. Le matin du 9 novembre, le propriétaire de Mary Jane vient chercher le montant du loyer de sa locataire. Ce qu'il découvre dépasse la définition même de l'horreur. À l'abri d'éventuels témoins, caché dans une chambre, Jack l'Éventreur a pris tout son temps pour sa mise en scène macabre.
Mary Jane est profondément égorgée. Son nez et ses oreilles ont été coupés. Les intestins ont été extraits de son corps. Sur la table sont disposés les reins, le cœur et les seins. Des morceaux de chair sont accrochés au mur par des clous. Les murs sont maculés de sang. Mais un espoir naît de retrouver l'assassin. Plusieurs témoins ont vu Mary Jane accompagnée, notamment une certaine Madame Cox, qui connaît bien Mary Jane. Elle la voit sortir d'un pub avec un homme qu'elle décrit ainsi. Un homme de 38 ans environ, portant un chapeau melon, très rouge de teint. Il portait une grosse moustache rousse. Un autre ami de Mary Jane donnera à peu près la même description. Même si les roux moustachus sont légion à Londres, la police dispose enfin d'une piste, si petite soit-elle. Le royaume britannique, détenteur du plus grand empire de la planète, celui où le soleil ne se couchait jamais selon la formule consacrée, ne pouvait plus se laisser couvrir de ridicule et de sang par un fou mégalomane. Il en allait de sa réputation. La reine déclara après ce dernier meurtre que désormais toutes les rues de Londres, même les plus étroites, disposeront d'un éclairage public. Le 10 novembre, le lendemain du meurtre de Jane Mary, le directeur de Scotland Yard, le tout-puissant Sir Charles Warren, doit donner sa démission, faisant les frais de l'incapacité de la police à retrouver le meurtrier. Mary Jane Kelly sera la dernière victime de Jack l'Éventreur. Pourquoi ? Jack est-il mort ? L'assassin voulait-il uniquement la démission de Charles Warren ? Autre question et non des moindres. Qui était Jack l'Éventreur ? Plus d'une centaine de suspects se bousculent dans le prétoire des crimes non élucidés de l'histoire. Cela va de quelques médecins entachés d'une réputation douteuse à un empoisonneur en série, en passant par un barbier polonais, jusqu'au propre petit-fils de la reine Victoria. Une piste intéressante fut récemment explorée par Sophie Herford, qui suspecte Melville McNaughton, qui n'était rien de moins que le chef du département d'enquête criminelle à Scotland Yard. Elle avance des coïncidences troublantes, mais son récit manque de véritables preuves pour être totalement satisfaisant. Après avoir étudié de nombreuses pistes, je dois me résoudre à n'en privilégier aucune en particulier et à vous laisser dans l'un des plus grands mystères du XIXe siècle. Qui était Jack l'Éventreur ? Ce qui est certain, c'est que Jack est arrivé à ce qu'il désirait, la célébrité. Même les adolescents d'aujourd'hui, plus de 120 ans après les faits, ont entendu parler de Jack l'Éventreur. Pourtant, d'autres tueurs en série sont passés aux oubliettes de l'histoire, alors qu'ils avaient commis beaucoup plus de meurtres que Jack, qui lui n'en a commis que 5, si j'ose m'exprimer ainsi. Aujourd'hui encore, des tours opérateurs proposent aux touristes de marcher sur les traces de Jack l'Éventreur, montrant les lieux des meurtres, les pubs fréquentés par les victimes. Il est impossible de citer tous les livres et les films qui ont traité de ce sujet, tant ils sont nombreux. Mais alors, pourquoi cette notoriété jamais démentie ? La réponse tient à l'affreuse façon dont Jack a tué ses victimes. La répétition des mises en scène macabres, le décor glauque du quartier de l'East End dans les années 1880, le jeu de dupes que l'Éventreur a joué avec la police et la fascination des hommes pour les détails sordides. Dans le showbiz, le monde de l'art, comme dans le milieu du crime, la célébrité tient donc peut-être à l'originalité de son œuvre. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à très bientôt.